Bienvenue à tous, ceux qui se sont connectés. Je profite pour vous, avant de démarrer dans le dur du sujet, je profite pour vous présenter rapidement ce qu'on appelle les rendez-vous culture. C'est une action qu'on a commencée dès le début du confinement. C'était déjà une idée qu'on avait avant, mais le confinement nous a permis d'impulser le projet. Et en fait, ce sont des conférences web que nous mettons en ligne ensuite, qui sont enregistrées. Vous pouvez participer en live, ce qui fait que vous pouvez poser directement vos questions, etc. Mais ensuite, elles sont enregistrées, elles sont diffusées, on partage un certain nombre de contenus. Ces rendez-vous culture, on les présente dans différents segments, toujours dans l'optique de répondre à une problématique. On en a déjà fait en Vigne dès le démarrage, donc en avril, avec des innovations liées à des produits foliaires dans notre gamme. On a également parlé de ce que c'était que l'irrigation fertilisante. En arboriculture, on a travaillé sur l'intérêt de cette fertilisation hybride entre granulés au début du cycle de production, puis la prise de relais par la fertigation. On a également répondu à des problématiques qualité comme l'échaudage et les meurtrissures. On a eu la chance de faire un rendez-vous culture en maraîchage, notamment sur la tomate, les fruits rouges, avec l'ensemble des fondamentaux en fertilisation. Et le tout dernier, qui a eu lieu début juin, c'était en horticulture et pépinière avec un détail sur l'ensemble ou un focus sur l'ensemble des innovations qui ont été lancées sur ce segment de marché. Aujourd'hui, du coup, on est réunis pour évoquer le premier sujet, grande culture. Et ce premier sujet, du coup, va viser à accentuer sur le démarrage des cultures, qui est une phase critique à maîtriser. Et aujourd'hui, on est vraiment dédié céréales à paille dans l'échange que l'on va aborder ensemble. Il nous restera encore quelques rendez-vous culture avant la fin de l'année. Les 2 prochains sont déjà fixés. Et on espère donc un en argot, un en maraîchage, et on espère pouvoir du coup continuer à incrémenter cette collection, je dirais. Donc, je disais, cette session est enregistrée. Vous pouvez poser l'ensemble de vos questions via le chat. Normalement, le chat, c'est une petite boîte qui se trouve au milieu, en bas, qui doit s'appeler Converser. Et donc, n'hésitez pas à écrire vos questions, à les poser au fur et à mesure de la présentation, comme ça, on n'oublie rien. Et soit on les répond pendant la présentation aussi, soit de toute façon, on a prévu un temps de 10 minutes à la fin pour pouvoir reprendre les principaux thèmes abordés et répondre plus spécifiquement à vos questions. Donc, sans trop tarder, je démarre du coup. Aujourd'hui, le but, c'est d'évoquer avec vous les principaux leviers que l'on peut utiliser en fertilisation pour assurer le démarrage en céréales à paille. On va être 2 à animer ce webinaire. Isabelle Siroux, ingénieure de promotion du Sud-Ouest, va notamment vous parler des avantages et de l'importance de la fertilisation starter en céréales à paille. Et moi, j'agirai un petit peu avant, notamment sur tout ce qui relève du traitement de semences, des semences à la ferme. Donc, l'importance déjà d'agir dès ce moment-là. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de prendre encore un peu plus de recul, de mettre les choses dans son contexte global pour nous rendre compte de l'importance et l'enjeu majeur que vont représenter les céréales à paille dans le monde, et à la fois les problématiques qui sont de plus en plus fortes sur ce segment et auxquelles ce segment doit faire face. Donc, vous savez que le défi majeur à venir, c'est nourrir la planète. C'est un défi qui englobe l'ensemble de la planète. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en 2050, on estime qu'on sera à 10 milliards de personnes sur Terre. Donc, notre mission à nous, je parle de nous tous réunis ici dans ce webinaire, avec les différents types de spécialités que nous pouvons avoir, mais nous travaillons tous dans le monde agricole. Donc, notre mission, c'est de pouvoir assurer cette sécurité alimentaire d'une façon ou d'une autre, d'y participer en tout cas. Et ce, dans un contexte de croissance démographique importante. Ce qui veut dire que
Si par le passé, avec 1 hectare en 1950, on arrivait à alimenter 2 personnes, le progrès technique nous a permis d'arriver en 2005 à 1 hectare permettant de nourrir 4 personnes. Et bien là, il va falloir passer encore un cap et se dire qu'il faut franchir la barre de plus de 5 personnes à nourrir par hectare, et ce, dès 2030, si on veut y réussir. Ça, c'est l'enjeu majeur, mais à cela vont se rajouter des problématiques de plus en plus fréquentes. On sait qu'il y a des problèmes de disponibilité des terres arables, on sait qu'il y a des problèmes de disponibilité en eau, donc il y a vraiment des contraintes qui augmentent au fur et à mesure. Les estimations que je vous présente ici, elles ont toutes été présentées à la conférence FLOEM, la toute dernière, qui a été dirigée par Arvalis, si jamais vous souhaitez aussi retrouver ces éléments. Donc, on estime que d'ici 2050, on va devoir augmenter un certain nombre de critères. Le premier, le plus évident, c'est qu'on doit augmenter la production. Et la production, on doit l'augmenter de 50% pour y arriver à cette sécurité alimentaire. Le deuxième volet, c'est la productivité. Et c'est bien la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est augmenter cette productivité passe notamment par une efficience au niveau des intrants qui sont apportés. Et dernier volet, ça va concerner la durabilité des systèmes, donc il va falloir l'augmenter de au moins 40%, c'est-à-dire qu'il va falloir maîtriser au mieux la dégradation de l'environnement, ce qui va passer notamment par la qualité des sols. Il faut mener les trois en parallèle. En France, c'est quoi le cadre sur lequel on se trouve? C'est exactement le même. La France étant le premier producteur de céréales de l'Union européenne, elle a besoin de produire davantage, de maintenir, voire d'augmenter la qualité en fonction des régions, tout en veillant à garder cette responsabilité environnementale en tête. Donc, les enjeux, en gros, sont les mêmes, mais on a tous été témoins que de plus en plus, il y a des challenges, je dirais, environnementaux qui se présentent à nous. Le premier qui vient en tête, c'est la température. On dit qu'il n'y a pas d'écart négatif depuis 1990. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 30 dernières années, la température continue d'augmenter progressivement à une moyenne globale de 2 degrés, ce qui est non négligeable. Ça a des impacts sur les cultures, ça a des impacts sur la disponibilité en eau, encore une fois, etc. Le deuxième volet auquel on peut penser, c'est les pluies. On observe de plus en plus un cumul de précipitations qui va augmenter sur la moitié nord du pays et, au contraire, des baisses significatives sur le sud, notamment le sud-est. Voire même parfois des phénomènes qui s'inversent. On en discutait tout au début qu'il y a de plus en plus des phénomènes qu'on n'arrive pas à comprendre concrètement comment ça se passe. En gros, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, c'est une tendance claire et nette, un découpage des pluies nord-sud de plus en plus marqué, avec une température qui augmente de plus en plus. Et ces phénomènes, c'est intrinsèquement lié, ces phénomènes s'accompagnent ce qu'on appelle une recrudescence des événements extrêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus ce déphasage nord-sud en termes de fréquence, mais aussi en termes de durée. Donc, tout ça, c'est évidemment lié au changement climatique. Donc, c'est des phénomènes sur lesquels plein d'éléments rentrent en compte. On a besoin de nous rendre compte de l'importance de la responsabilité environnementale, mais à notre niveau, il est aussi urgent et indispensable d'identifier des marges de progrès qui vont avoir lieu sur les systèmes de production. Donc, et les systèmes de production, on peut y agir par le biais de nouvelles innovations, de nouvelles technologies qui sont mises en place pour optimiser cette productivité dont on parle. Alors, Ecompo expert dans tout cela. Nous, on est une entreprise qui fabrique des engrais. Alors, on va avoir des engrais de différentes formes, granulés, microgranulés, liquides, foliaires, etc., solubles. Donc, on est vraiment dans différents types de segments de marché. Mais le message que je souhaite vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'on est également extrêmement engagé, et ce, dès notre site de production. On a un engagement concernant la qualité et concernant le respect de l'environnement. Ça va passer par des investissements forts qui ont été mis en place assez tôt,
En 2012, notamment, il y a eu un très, très grand investissement à ce niveau-là. On a obtenu notamment des certificats, alors des certificats de qualité comme le 9001, mais aussi des certificats à faible impact environnemental. C'est le cas du certificat ISO 14001, voire même le certificat 50001 qui vise à classer notre site comme faiblement consommateur d'énergie. Donc, sans y passer trop de temps, juste quelques éléments. Ça veut dire quoi, en gros, ce faible impact environnemental sur lequel on travaille? C'est par exemple sur notre usine de microgranulés, eh bien, on est vraiment dans une réduction, dans un cahier des charges où on vise à réduire la consommation d'énergie, la consommation d'eau. Comment? Par le biais de process complètement automatisés, de recyclage intense des matières premières qui re-rentrent, donc c'est une sorte de circuit fermé. On fait un dosage très précis de ces matières premières jusqu'à l'ensachage. Donc, quelque part, on réduit aussi l'ensemble du gaspillage qui aurait pu avoir lieu. Et puis après, sur tout ce qui est, je dirais, déjection, rejet, et on a beaucoup de filtres, des filtres qui sont très performants à date pour éliminer les gaz, notamment le CO2, avant de les relarguer dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. Voilà. Sinon, on revient aux céréales à paille, en ce qui nous concerne. Il y a différentes phases critiques. D'accord? Chez Compo Expert, on a souhaité se consacrer à la toute première phase critique, qui est celle du démarrage. Donc, il y a un certain nombre de contraintes ou d'enjeux, encore une fois, agronomiques à lever. Et nous, on s'est spécifié sur cette partie-là. Par le biais de la fertilisation de précision, ça veut dire qu'il y a des technologies que l'on va intégrer dans nos engrais pour améliorer l'efficience des matières fertilisantes. Donc, vous voyez, on est vraiment sur le concept de productivité. Et aussi, on a travaillé le volet des biostimulants qui vise du coup à conférer aux plantes une meilleure tolérance à ces stress climatiques de plus en plus fréquents qui sont observés. Donc, on a les deux volets, ils sont travaillés tous les deux. Donc, je les remets ici dans une sorte de chronologie, si vous voulez. On va avoir des engrais, on va avoir des biostimulants et on se sépare du coup de toute la partie protection. En tout cas, en grande culture, on ne la travaille pas du tout. Pour bien comprendre la différence entre engrais et biostimulants, j'ai fait un parallèle avec l'alimentation humaine. Les engrais sont les aliments que nous ingérons. Ils sont indispensables, mais encore faut-il ingérer les bons aliments de la façon correcte, au bon timing. Et puis ensuite, les biostimulants sont quelque part les vitamines que nous pouvons prendre juste avant l'arrivée de l'hiver pour nous mettre dans les bonnes conditions pour passer cette période un peu plus compliquée. En gros, la vitamine C que l'on va prendre pour réussir à garder la voix le plus longtemps possible. Voilà, des petits éléments comme ça. Donc, ce sont des éléments intéressants pour aider la plante à activer sa physiologie. Et nous, on travaille les deux. Sur ce dernier volet des biostimulants, pour les mettre en marché, on doit prouver ce qu'on appelle la constance, donc dire qu'il est stable en termes de composition. On doit prouver son efficacité, donc par le biais d'essais quantifiables quelque part. Et on doit prouver aussi son innocuité, c'est-à-dire le fait qu'il y a un faible impact négatif, donc il n'y a pas de toxicité ni pour l'homme ni pour l'environnement. Ça, ce sont des dossiers qui sont soumis aux autorités françaises, donc à l'ANSES, qui, du coup, une fois validés, vous attribue un numéro d'homologation. Pour vous donner une idée sur le marché français, on estime qu'il y a un peu plus de 300 produits commercialisés sous le volet biostimulant, mais tous n'ont pas subi ce dossier d'AMM. Donc, en estimation, il y a globalement 85 uniquement qui ont passé cette approbation réglementaire, dont Compo Expert qui en détient 15. Donc, pour nous, c'est vraiment important parce que c'est inscrit dans le cahier des charges. C'est aussi extrêmement important de pouvoir rassurer nos utilisateurs de par son efficacité, de par le gage de qualité que va fournir le produit. Et donc, ce dossier d'ANSES, c'est la façon aujourd'hui la meilleure pour attester de ces éléments-là. Donc, ça fait partie de notre cahier des charges, si on veut dire. Dans l'objectif de quoi? En gros, ce qu'on veut, que ce soit par la fertile, que ce soit par les biostimulants, on veut pouvoir répondre à des problématiques agronomiques.
On sait qu'au démarrage, puisque encore une fois, on se spécialise sur ce créneau-là, il va y avoir besoin d'avoir une installation rapide et réussie des cultures, malgré des conditions qui peuvent être difficiles. Ça peut être, par exemple, des sols froids au printemps, si on est en train de considérer des semis d'orge. Ça peut être des étés relativement secs. Et donc, ça rentre dans le cadre, par exemple, de semis précoces, toujours en céréales à paille. On a besoin d'avoir un système racinaire bien développé. Et on sait que dès le démarrage, même si les plantes ont de faibles besoins en azote ou en phosphore, ces besoins sont indispensables. Pourquoi? Parce que l'azote est indispensable pour réussir la levée, que le phosphore est indispensable pour acquérir une tolérance au froid. Et tout ça, en plus, sachant que ces éléments-là sont relativement peu mobiles dans le sol. C'est notamment le cas du phosphore. Le phosphore est capable de se déplacer dans la solution du sol à hauteur de 1 mm. C'est extrêmement faible comme distance. Donc, il faut réussir à mettre les plantes dans les meilleures conditions possibles, malgré des contextes agronomiques qui sont particulièrement difficiles. Et puis, on a visé aussi à s'adapter à des restrictions réglementaires récentes. C'est notamment le cas de l'interdiction des néonicotinoïdes, qui va aussi entraîner quelque part un réajustement dans les itinéraires techniques de culture. Ça veut dire on va souvent essayer de décaler la période de semis pour échapper à la période de risque des pucerons. Mais en faisant ça, on se positionne encore plus dans des conditions difficiles, avec plus de pluie, probablement, avec plus de froid. Pardon. Donc, du coup, nous, on vous propose 2 types de leviers importants pour assurer le démarrage des cultures. On a travaillé sur le premier aspect qui est le traitement de semences des céréales, des semences de ferme, si vous voulez, les céréales à paille, produites et ressemées du coup par les agriculteurs, puisqu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à réussir dès ce stade très précoce. On a développé donc un produit en traitement de semences qui, je vous montre d'abord quelques photos pour voir un petit peu les effets, se rendre compte de ce que cela permet de faire. On a mis en place des essais sur blé tendre, sur orge, aussi bien sur des semis du coup d'automne, voire des semis très très tardifs, jusqu'à des semis de printemps. Ce qu'on voit ici sur les photos, c'est que la référence, c'est souvent un traitement de semences phytosanitaires. Et notre modalité, c'est souvent le même traitement phytosanitaire pour se garder à une comparaison. Et en rajout, il y a bien notre produit en traitement de semences. On voit la rapidité de couverture à ce niveau-là qui s'est effectuée avec la modalité contenant notre traitement de semences. Il y en a plus, il y en a, et le sol est beaucoup plus recouvert. Si on essaie de faire un petit close-up, là c'est un exemple sur orge, on retrouve du coup ce côté beaucoup plus verdoyant et cette couverture foliaire de plus importante. Je repasse encore un exemple. On revoit l'avantage sur cette photo, c'est qu'on voit 2 éléments. On voit encore une fois l'effet sur la partie aérienne, ici, d'accord, la croissance plus importante. Mais on voit aussi la partie racinaire, l'impact que peut avoir le produit sur la partie racinaire. Et en fait, c'est ça le mécanisme d'action. Il va d'abord travailler sur le système racinaire. Il va le dynamiser, il va le stimuler de façon à réussir à avoir du coup une meilleure implantation dans le sol, une exploitation des ressources du sol optimisée, qui se traduit du coup par une meilleure couverture foliaire en termes d'homogénéité et en termes de rapidité de levée. C'est vraiment, vraiment ça. Alors, j'ai mis ici une petite vidéo. J'espère que vos connexions Internet vous permettent de voir l'effet biostimulant du produit traitement de semences que nous avons développé. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment orienté sur la stimulation de la croissance racinaire. Ici, vous avez un témoin à l'eau et un témoin où il n'y en a mis que la substance biostimulante uniquement. Et vous voyez cet effet du nombre de racines qui est très important et très marqué. J'attends juste que... Voilà, on en arrive à ce stade-là. Donc, en gros, notre traitement de semences pour semences de ferme
C'est en fait une formulation liquide complexe, puisqu'on est venu associer différents éléments. On est venu associer un biostimulant unique qui est fait à base d'extraits d'algues Eclonia maxima, qui sont très riches en auxine, donc des hormones qui vont stimuler la croissance racinaire. On l'a associé avec des éléments fertilisants et aussi avec des différents types de conservateurs essentiels pour le traitement de semences, puisqu'on avait vraiment besoin d'avoir une très bonne adhérence à la graine, un peu de poussière, etc. Donc, c'est un cahier des charges spécifique traitement de semences pour assurer, je dirais, ce démarrage des cultures par le biais d'un enracinement réussi, une couverture rapide du sol, on l'a vu sur les photos aussi, et une meilleure tolérance au stress climatique. Notre produit s'appelle le Nutricide Premium, d'accord? Alors, il se décline en deux types, si vous voulez, deux types de produits. Un produit orienté culture conventionnelle, qui s'applique à 0,2 litres par quintal, et un produit conforme au cahier des charges d'agriculture biologique, ça s'appelle le Nutricide Premium Bio, et du coup, il s'applique à 3 litres par quintal. Il est spécifiquement, enfin, ces produits sont spécifiquement conçus pour les céréales à paille. On y a intégré, comme je disais tout à l'heure, des biostimulants qui vont booster le système racinaire. On y a intégré aussi des complexes d'oligo-éléments, QLAT, EDTA. Une petite synthèse, du coup, pour vous montrer le résultat des récoltes 2018 et récoltes 2019, donc les semis qui ont eu lieu soit sur la même année, soit l'année précédente. On a fait en moyenne ici 20 essais qui sont tous combinés sur deux critères, la couverture foliaire et le nombre de pieds levés. Et ce que vous voyez à chaque fois, c'est qu'on a un avantage clair et net. Pour la couverture foliaire, on arrive à augmenter de 19%. Donc, c'est vraiment des valeurs chiffrées. Ce ne sont pas des notes de vigueur ou autre. C'est vraiment, on a développé un protocole quantitatif pour mesurer cette partie-là. Et en termes de nombre de pieds levés, on augmente en moyenne de 13% le nombre de pieds levés par rapport à une modalité de témoin. Alors, ce sont des résultats, du coup, par le nombre d'essais qui sont très puissants. On les a fait donc en 2018 et 2019. En 2020, du coup, pour la future récolte de 2020, on a également continué sur ce volant d'essai. On a, bien sûr, on commercialise déjà le produit, donc on a du coup réussi à obtenir ce qu'on appelle des témoignages. On a fait une sorte d'enquête terrain. C'était vraiment important pour nous rendre compte de ce que les utilisateurs ont réellement comme avis sur notre produit. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. On a interviewé en 2020 144 utilisateurs. Donc, peut-être que parmi les gens, je n'ai pas regardé la liste, mais parmi les gens qui sont aujourd'hui dans le webinaire, il y en a qui ont été du coup enquêtés par ce biais-là, donc il ne faut pas hésiter à intervenir. Et le résultat, c'est que plus de 96%, donc en gros 138 personnes sur les 144, sont satisfaites de l'expérience et continuent à renouveler l'expérience avec le Nutricide Premium. Dans cette enquête-là, il y avait des gens qui testaient soit pour la première fois, peut-être pour la deuxième année consécutive, voire même la troisième année. Du coup, c'est vraiment des gens qui sont convaincus depuis le tout début. Et donc, il y avait un panel assez large et assez varié. Du coup, on leur a posé un certain nombre de questions. On voulait d'abord comprendre dans quelles conditions avait été utilisé le Nutricide Premium et quelles étaient les problématiques que l'agriculture souhaitait vraiment résoudre. On a eu des cas de figure très variés, c'est normal, on le voit à l'échelle nationale, mais particulièrement intéressante pour nous. On a eu du coup des cas de figure où on avait des semis tardifs, c'est-à-dire à partir de janvier, avec des conditions humides. Donc, on est ici sur c'était des cas de semis de blé. On avait aussi des agriculteurs qui avaient des rotations céréales sur céréales, que ce soit blé sur blé ou blé sur orge, et donc du coup avec des contextes qui étaient plutôt défavorables parce qu'on avait beaucoup plus de chances de développer des maladies, notamment le piton et le chaudage.
On avait également des contextes de sol particulièrement difficiles parce qu'ils sont asphyxiants, donc difficiles à la levée. Et puis, on avait des semis qui se sont réalisés en terre froide, donc avec, encore une fois, des problématiques de levée assez lourdes. Ce qu'on a remarqué, c'est que le Nutricide Premium agit comme véritable levée, y compris dans l'ensemble de ces conditions difficiles. Donc, je me suis permise d'extraire les termes vraiment employés lors de ces enquêtes. Donc, c'est vraiment issu des témoignages agriculteurs. Il y a des personnes qui nous ont cité le bon démarrage et le meilleur enracinement qui avait été observé. Il y a des gens qui ont soit fait des comparaisons directement, soit qui sont allés vérifier un peu la partie racinaire. Donc, ils ont pu valider cet aspect-là. On vous a montré en photo au préalable. On a également eu des personnes qui ont parlé donc, de le fait d'avoir diminué ces signes d'asphyxie, donc d'avoir favorisé la levée. Il y a eu des personnes qui n'ont pas eu besoin de faire de surdosage. Souvent, quand on essaie de décaler la date de semis, on charge un peu plus en termes de densité de semis des semences de fer. Donc là, ce que l'agriculteur a réussi à faire, c'est de ne pas avoir besoin de ce surdosage. On a eu des personnes qui nous ont cité la très bonne vigueur et la bonne levée. Des personnes qui ont observé une diminution de la phytotoxicité liée à l'utilisation d'herbicides juste après. Des personnes qui ont observé un effet secondaire sur l'état sanitaire de la culture. Donc, on nous a cité moins de pression maladie. Dans certains cas, c'était la pourriture. Dans d'autres, c'était le piétage chaudage. Donc, il y a vraiment cette réduction d'effets, cet effet secondaire qui peut être observé. Et puis, il y avait, ça c'est un cas spécifique dont on va détailler juste après, il y avait des personnes qui l'ont testé sur les différentes années, qui l'ont utilisé depuis 3 ans, et qui ont pu observer l'adaptabilité, ou la malléabilité du produit, que ce soit en conditions sèches ou en conditions très humides, eh bien, le produit réussit à compenser les conditions défavorables de départ. Donc, sur ce dernier témoignage, j'ai souhaité vous le présenter, puisqu'on a la possibilité de le faire aujourd'hui. C'était un agriculteur du 54 qui a donc travaillé avec la société ABCDE et qui cherchait dès 2018 à avoir un booster à la levée. En 2018, le contexte de production, c'était une année particulièrement sèche dès le semis. Et M. Muller avait 2 parcelles. Une parcelle donc une parcelle où il a mis des céréales, mais son précédent, c'était du pois. Et il n'a pas mis de traitement de semences avec le Nutricide Premium. C'était sans traitement de semences Nutricide Premium. Et une autre parcelle où c'était le précédent, c'était de l'orge. Donc on était sur une rotation céréale sur céréale. Au final, ce qu'il a observé, c'est que le rendement a été équivalent sur les 2 modalités. Donc, au final, une modalité ayant un traitement de semences Nutricide Premium céréales avec un précédent céréale a donné un résultat équivalent à une modalité céréale avec un précédent pois sans avoir eu le traitement de semences. Il a ensuite renouvelé l'expérience en 2019. Les conditions étaient complètement différentes. On était sur un contexte particulièrement humide. Et là, pareil, le produit a réussi à compenser ces conditions défavorables de départ. En 2020, donc sur les semis qui ont déjà eu lieu, M. Muller a passé l'intégralité de son parcellaire en traitement de semences Nutricide Premium. Donc pour nous, ça c'était vraiment un cas d'école pour comprendre les problématiques terrain et voir comment notre produit s'adapte particulièrement bien à ces conditions. Donc, en résumé, le Nutricide Premium comporte plein d'avantages. Il réagit comme un véritable booster racinaire, cet effet de stimulation racinaire qui va ensuite avoir un effet sur la partie exploitation des ressources du sol et la couverture rapide et donc une assurance du démarrage de la culture. Ça permet aussi du coup de valoriser la semence de ferme par le biais de cette augmentation du coup de la vigueur et l'homogénéisation de la levée. Que vous soyez donc en conditions, je dirais, favorables
Mais bien sûr, en conditions difficiles, vous êtes soit sur des semis tardifs, basse température, excès d'eau, sol froid, voire même des semis précoces à forte température avec éventuellement des stress hydriques, le produit s'adapte bien. Isa, je te laisse la parole pour la deuxième partie, donc de comment, voilà, comment dynamiser du coup avec la fertilisation starter. Alors, bonjour à tous. Donc, en complément de ce qu'a dit Jessica par rapport au traitement de semences pour assurer la levée, notamment des céréales à paille, nous avons un deuxième levier qui est donc une fertilisation starter, donc au moment du semis, qui va être complémentaire pour assurer aux agriculteurs un rendement positif et assurer la levée de la meilleure façon. Donc, le premier levier que l'on a au niveau du starter en céréales à paille, mais on le retrouvera aussi au niveau d'autres cultures et notamment le maïs, le soja, c'est l'utilisation donc du booster qui va être fait grâce au base foliaire kelp. Donc, qu'est-ce que le base foliaire kelp? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le base foliaire kelp, c'est un produit qui a été homologué donc en tant que biostimulant, et il a été homologué au niveau de la classe additif pour matière fertilisante à base d'extrait d'algues. Donc, il s'agit bien d'une algue, l'algue étant Ecklonia maxima. Et donc, de par cette homologation additive pour matière fertilisante, on va pouvoir associer le base foliaire kelp soit à des solubles, des engrais solubles, soit des engrais microgranulés, soit des engrais granulés, soit aussi avec du liquide. Et ça sur toute culture, puisqu'on va pouvoir l'utiliser aussi bien sur grande culture, maraîchage, vigne, arboriculture, plantes ornementales, gazon, pépinières et plantations. Donc, on va voir maintenant pourquoi, justement, on va pouvoir utiliser ce produit, cette matière tirée d'une algue brune sur toutes les cultures. En effet, j'arrive plus à passer. Excusez-moi, j'arrive plus à passer ma présentation. Alors Isa, si jamais tu as un souci, essaie d'enlever le partage et de remettre, juste pour être sûr. Tu arrives à l'enlever? Non. Mince, excusez-moi. Ah voilà, c'est bon. Super. Voilà. Donc le base foliaire kelp Ecklonia maxima, donc c'est une algue qui a été prélevée au niveau de l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, au niveau du Cap de Bonne-Espérance, vous avez des eaux qui sont froides. Et donc au niveau des algues, notamment Ecklonia maxima, le but c'est une pousse la plus rapide possible pour atteindre la lumière. Et donc, au niveau de cette algue, vous avez une forte concentration en auxine qui va justement permettre cette croissance rapide. La particularité d'Ecklonia maxima traité pour vous fournir du base foliaire kelp, c'est un traitement à froid. On a une micronisation à froid, donc ce qui va permettre de garder vraiment les principes actifs que vous avez dans l'algue, c'est-à-dire que vous allez retrouver de façon utilisable par le métabolisme de la plante, aussi bien des sucres, aussi bien des vitamines, aussi bien des oligo-éléments, je ne vais pas tous, et des acides aminés. Donc, en fait, en plus d'un message oxynique, vous allez retrouver ces éléments qui sont actifs et nécessaires pour le métabolisme de la plante et donc un bon démarrage de vos espèces
Donc, pour aujourd'hui, c'est les céréales à paille. Si on regarde donc, le mode d'action du basfoliar kelp, tiré d'Eclonia maxima, une plante, naturellement, on a un équilibre auxine-cytokinine. Donc, quand on amène du basfoliar kelp, que ce soit en pulvérisation ou en même temps que le 1448, puisqu'il y a des pratiques de 1448 même en céréales, la paille sur certains secteurs, on va déséquilibrer la balance auxine-cytokinine. Donc, on va avoir une concentration favorable à l'auxine. De ce fait, comme on donne un message auxinique, la plante, naturellement, va développer son système racinaire. On va avoir un développement en nombre de racines, mais aussi en élongation de racines. Et comme on a dit que la plante, dans son optimum, rééquilibre toujours les 4 hormones du monde végétal, on va avoir un rééquilibrage en cytokinine. Et les cytokinines, on sait que la synthèse, c'est au niveau du système racinaire. Et donc, comme le système racinaire a été développé grâce à la concentration en auxine plus importante, on va avoir un rééquilibrage et donc on va avoir une concentration de cytokinine qui va augmenter. Et donc, la cytokinine, c'est les bourgeons axillaires, donc une croissance de la partie foliaire. Donc, on a bien, avec le basfoliar kelp et Eclonia maxima, on a bien un développement du système racinaire qui s'accompagne également par un développement plus important, une plus grande vigueur au niveau du système aérien. Donc là, on a souhaité, avec Jessica, vous montrer une photo prise donc, en conditions labo pour une culture, le maïs. Et donc, on voit à gauche, vous avez un témoin, alors qu'à droite, vous avez le maïs qui a reçu en pulvérisation du basfoliar kelp. Et on voit très bien qu'on a plus de racines et des racines plus vigoureuses et plus longues. Donc ça, c'est un peu comment Jessica vous a montré tout à l'heure le haricot vert. Là, ça permet de voir aussi comment sur une autre culture, donc le maïs en conditions sol, vous avez le basfoliar kelp qui vous donne vraiment un boost au niveau du développement du système racinaire. Donc au niveau du basfoliar kelp, nous avons 3 produits basfoliar kelp. Là, juste une petite précision, tous nos produits foliaires ont le nom commun basfoliar kelp, excusez-moi. Et après, on a une déclinaison du but. Donc là, le kelp, donc kelp va déterminer le fait qu'on a un message auxinique important pour booster la croissance des racines. Donc, nous avons 3 produits à notre gamme. Vous avez le basfoliar kelp oligomax, qui, en plus de l'algue, vous allez retrouver aussi une bonne concentration, un bon équilibre au niveau oligo-éléments. Ça va vous amener du bore, du cuivre, du fer, du manganèse, du molybdène et du zinc. Nous avons également un produit qui peut s'inscrire dans l'utilisation en culture AB, donc le basfoliar kelp bio, où on va retrouver la même concentration que le basfoliar kelp oligomax, mais par contre avec des adjuvants qui rentrent dans le cahier des charges de l'agriculture biologique. Et nous avons également le basfoliar kelp P-Max, donc qui est un peu différent des 2 autres, puisque là, on n'a pas ajouté d'oligo-éléments. Les seuls oligo-éléments qu'il y aura, c'est tiré de l'algue Eclonia maxima. Par contre, on a un équilibre 4-6-2, donc 4 en azote, 6 en phosphore et 2 en potasse. Donc maintenant, si on revient sur le fil conducteur qui nous occupe aujourd'hui, c'est comment donner de l'assurance au niveau de nos céréales à paille. Et donc là, l'utilisation du basfoliar kelp en grande culture pour assurer la croissance des plantes face au stress abiotique, si on regarde au niveau céréales à paille, on se positionne aussi très tôt en association avec des traitements si besoin. Donc ça, c'est une assurance. Par exemple, ceux qui utilisent du 1448
bon, c'est rare, mais il y a certains agriculteurs qui se sont équipés en utilisation d'engrais starter avec du 1448. Donc, on va pouvoir associer le basse foliaire kelp au 1448 à la dose de 2 litres par hectare. Et donc là, dès le démarrage, on va avoir un message pour les céréales qui ont été semées de développer leur système racinaire et donc de se protéger par rapport au stress abiotique qu'ils peuvent subir. Également, c'est le cas sur certaines parcelles où il y a des précédents, par exemple maïs. On sait que certains herbicides maïs, notamment les résiduaires, sont parfois phytotoxiques ou perturbent la bonne croissance des céréales qui viennent d'être semées. Et donc là, en fait, on va donner plus de chance aux céréales qui viennent d'être semées en boostant leur système racinaire et donc en contrebalançant l'effet des herbicides. Donc ça, c'est le premier positionnement précoce au moment du semis pour garantir une bonne levée et un bon développement, donner de la vigueur aux céréales. Également, on sait que céréales à paille, donc on est automne-hiver, et on peut avoir soit des conditions climatiques très humides, soit également au mois de février des conditions très froides. Et donc, on peut avoir un impact négatif dû aux conditions climatiques par rapport à nos céréales à paille qui ont passé l'hiver. Et donc là, on pourra avoir un positionnement également pour repartir les céréales et donc pour redonner du boost au niveau des racines. On aura donc un positionnement au stade épi 1 cm pour renforcer l'enracinement et sécuriser le rendement. Et là, donc, on sera à une dose 2 à 3 litres en apport foliaire. Et ce que l'on a fait aussi pour éviter de passer uniquement pour le basse foliaire kelp, c'est qu'on a fait un screening au niveau des herbicides qui sont utilisés au stade épi 1 cm. Et donc, on peut dire, bon, bien sûr, n'hésitez pas à nous questionner, mais à l'instant, à 2019, on avait fait tout le screening des herbicides utilisés en céréales à paille et il n'y a pas de problème de compatibilité de mélange. Mais n'hésitez pas à nous questionner, on est là pour ça, pour aussi répondre s'il y a des nouveaux herbicides qui ont été homologués en céréales à paille depuis 2019. Donc voilà, plusieurs positionnements, mais toujours dans la notion de dire je positionne le basse foliaire kelp en période difficile et donc avec le basse foliaire kelp, je sécurise soit ma levée, mon démarrage, soit la reprise après les périodes de stress dues à l'hiver. Donc là, on a de nombreux exemples d'essais, bien sûr. Donc là, on est 1 heure avec vous, donc on ne peut pas tout vous présenter. Mais donc, on a choisi de vous présenter un essai 4EP qui a eu lieu en Rhône-Alpes, dans le département de l'Ain. Donc ça, c'était un essai 2016 sur une variété Calabro. Et donc, on a regardé le témoin avec une dose de 174 unités totales d'azote. Et la deuxième modalité, donc c'est avec le basse foliaire kelp, où on est à la dose d'azote égale au témoin, donc 174 unités d'azote. La seule chose qui va différer, c'est le fait d'avoir passé le basse foliaire kelp une fois à la dose de 3 litres hectare. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que dans cet essai, on a regardé aussi par rapport au levier azote. Et donc, il y a un témoin azote, on va dire, qui, au lieu d'avoir 174 unités d'azote, on a rajouté dans le cycle 40 unités d'azote pour être à un niveau de 214 unités d'azote. Donc, ce qui ressort, si on regarde au niveau du rendement, le témoin, je dirais, de référence, le témoin agriculteur, on est
a un rendement de 85,1 quintaux. Et au niveau protéines, puisque au niveau des céréales à paille, le rendement est important, mais la valorisation se fait aussi par le taux de protéines. Donc, on a été regarder les deux paramètres. Et donc, le témoin, 85,1 quintaux par hectare pour un taux de protéines de 13,7. Et si on regarde l'utilisation du base foliaire kelp Pmax, donc à 3 litres par hectare, on voit qu'on augmente le rendement de 4,6 quintaux par hectare. Donc, on passe à 89,7 quintaux par hectare. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a été chercher de la protéine, puisqu'on a un taux de protéines qui est au niveau de 14,2. Et donc, si on regarde, parce qu'il y a plusieurs leviers pour aller chercher du rendement, si on regarde notre témoin plus 40 unités d'azote, là, on voit qu'on augmente bien le rendement, mais pas de façon aussi importante que quand on a utilisé le base foliaire kelp. Donc, si on fait un compromis, on voit qu'avec le base foliaire kelp, on a augmenté le rendement et en plus, on a augmenté le taux de protéines. Également, donc, nous avons fait un essai sur blé tendre. Donc là, on est sur le département Charente-Maritime, où il y a énormément de sols de groix. Donc, par définition, le groix, c'est un sol qui est asséchant, qui n'a pas forcément beaucoup d'argile et qui est asséchant. Et donc là, c'est un positionnement qui avait été fait après le gel, un fort gel, et donc un positionnement et puis 1 cm sur blé tendre. Et donc là également, on voit qu'on va augmenter le rendement de façon significative, puisqu'on a une augmentation du rendement de 4 quintaux par hectare suite à l'utilisation du base foliaire kelp à 3 litres par hectare. Et également, on retrouve cette notion d'augmentation du taux de protéines, puisqu'on passe de 9,8 pour le témoin à 10,6 pour les modalités qui ont reçu le base foliaire kelp à 3 litres par hectare. Donc ça, c'est le premier levier que l'on a à notre gamme, c'est une utilisation soit en incorporation avec le 1448, donc en simultané, soit une utilisation en foliaire avec les herbicides céréales à paille, donc nous consulter par rapport à ça. La deuxième approche que l'on a, c'est aussi une approche en même temps que le semis, mais là, apporter un engrais soit sous forme microgranulée, soit sous forme granulée. Et on a une technologie spécifique à Compo Expert avec donc l'utilisation de micro-organismes. Et ce micro-organisme, donc il est propre à Compo Expert, il est issu de la recherche et du développement Compo Expert. Et ce micro-organisme, donc c'est un Bacillus amyloliquefaciens qui est également homologué. Comme vous l'a dit Jessica tout à l'heure, notre charte, c'est effectivement d'amener des biostimulants, mais des biostimulants qui sont homologués. Donc là, de nouveau, comme Ecklonia maxima, le Bacillus amyloliquefaciens, donc E4CDX2. E4CDX2, c'est le nom en fait qu'on a donné pour déposer le dossier à cette souche propre de micro-organismes Bacillus amyloliquefaciens. Et ce Bacillus amyloliquefaciens, il peut être incorporé à tout type d'engrais ou amendement conforme au règlement européen 2003-2003, donc engrais CE, ou aux normes françaises NFU. Et donc ça, on va voir que l'utilisation de ce Bacillus amyloliquefaciens E4CDX2 va permettre de débloquer des situations où on est en condition, par exemple, de pH basique, donc une problématique de phosphore rétrogradé. Voilà, on va maintenant vous présenter le plus que va apporter
le Bacillus amyloliquefaciens E4-CDX2. Donc, au niveau du mode d'action, le support, ça va être soit un microgranulé, soit un granulé, et donc on va avoir positionné le Bacillus amyloliquefaciens au niveau de ce microgranulé ou de ce granulé. Et donc on va, quand on va utiliser le microgranulé ou le granulé, on va incorporer au sol l'engrais qui aura été imprégné avec le Bacillus amyloliquefaciens. Et tout va se jouer là, en fait, au contact du sol et donc de l'humidité, le micro-organisme E4-CDX2 va se multiplier, et en se multipliant autour des racines qui sont en train de se développer, on va avoir une création d'un biofilm. Donc là, vous le voyez sur la droite, en laboratoire, on a pu mettre en évidence qu'autour de la racine, on a un biofilm qui s'est créé. Et donc le lieu d'échange entre la plante, donc là les céréales, et le micro-organisme, tout va se faire entre la racine et le biofilm qui a été créé par la multiplication des bactéries. Le premier avantage que l'on va avoir en utilisant le micro-organisme Bacillus amyloliquefaciens, c'est un avantage PGP. Donc, qu'est-ce qu'on entend par PGP? Une plante, naturellement, va produire de l'auxine pour développer son système racinaire. Et le premier racine aminé qui constitue l'auxine, c'est le tryptophane. Et donc là, le tryptophane va être messager auprès du bacillus, et le message que va capter donc le Bacillus amyloliquefaciens va permettre au bacillus de développer, de synthétiser également des équivalents auxine. Donc on va avoir l'auxine faite, produite par les céréales, dans notre cas, et également on va avoir de l'auxine qui va être synthétisée par le micro-organisme E4-CDX2. Donc on va cumuler une concentration d'auxine plus importante que ce qu'on aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu le micro-organisme. Et donc de ce fait, en fait, on va booster le développement du système racinaire. Donc on va avoir plus de racines et des racines plus longues. Donc au bout, on va avoir une meilleure vigueur puisqu'on va mieux capter les éléments du sol, mais également mieux capter l'eau disponible, donc favoriser la croissance de nos céréales. On ne s'arrête pas là. Le 4-CDX2, le Bacillus amyloliquefaciens, a aussi un rôle sur la biodisponibilité des éléments dans le sol. Et donc, si on prend par exemple le cas des sols basiques, où il y a des problèmes de rétrogradation du phosphore dû au fait que le phosphore est lié au calcium, et de ce fait, ça forme une grosse molécule qui n'est pas absorbable par les racines des plantes au sens large. Et donc là, le Bacillus amyloliquefaciens E4-CDX2, sous propre à CompoExpert, va synthétiser un acide organique, et cet acide organique va avoir le rôle de casser le pont phosphore-calcium. Du coup, le pont phosphore-calcium étant rompu, le phosphore est de nouveau assimilable par la plante, et donc on augmente la notion d'énergie, puisque le phosphore, c'est l'ATP, donc l'énergie, mais également le phosphore, c'est un élément qui va faire l'élongation des cellules. Donc, on débloque l'élément phosphore qui était bloqué dans le sol. Donc ça, rôle important, notamment sur des pH basiques. Donc, on a été plus loin, on a regardé en laboratoire, donc sur une solution liquide. C'est important de dire solution liquide et de s'arrêter sur ce fait-là, puisque là, on n'a pas de tampon. Donc, par rapport à ce que je vais vous présenter, on va plus loin que sur un sol de culture où il y a des tampons et qui vont agir sur la notion notamment de pH. Donc, on a regardé un témoin et aussi une modalité où on a mis notre micro-organisme
Bacillus amyloliquefaciens. Donc, on a bien validé en fait qu'on avait une augmentation du nombre de bactéries. Donc, le biofilm s'est bien formé et donc on a bien eu cette multiplication. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la notion de pH. Et donc, au niveau de la notion de pH, on voit que si on regarde le pH sur 12 jours, on part d'un pH qui était à 7,18 au démarrage et on arrive à un pH de 5,17. Alors que le témoin, donc sans Bacillus amyloliquefaciens, vous êtes au même niveau. Donc là, c'est pour ça que je précisais tout à l'heure qu'on est en condition liquide sans tampon. Rassurez-vous, dans vos sols, on va baisser le pH autour du bulbe racinaire, mais on ne va pas le baisser de 2 points comme on peut le baisser en condition liquide. Également, ce qui ressort de ce test, c'est qu'on a bien une notion de solubilité du phosphore, puisqu'on a en même temps qu'on a mis le micro-organisme, on a mis dans les 2 modalités un phosphate tricalcique qui par définition est insoluble, et on voit qu'au bout de 12 jours, on voit qu'on a un coef de 3 de phosphate soluble. On était parti de 21, le témoin va rester à un niveau de 20-21, alors qu'avec le levier donc Bacillus amyloliquefaciens, donc le 4-CDX2, bon là le tableau c'est ActiStart, c'est un micro-organisme Bacillus amyloliquefaciens comme le 4-CDX2, mais qu'on va utiliser en liquide. Mais on avait fait les tests sur les 2 souches qui appartiennent à CompoExpert, et donc on voit qu'on a augmenté de 3. Donc voilà, le levier 4-CDX2 va permettre de rendre biodisponible le phosphore, mais d'autres éléments, puisqu'on a aussi une notion de baisse de pH au niveau du bulbe racinaire, donc d'autres éléments comme par exemple, si on regarde le tableau, le graphe de droite, on voit que suivant le pH, on a assimilation ou non assimilation de certains éléments. Et on voit donc que dès qu'on passe un pH de 6 sol, par exemple, le fer n'est plus assimilable, le manganèse idem. Donc voilà, le Bacillus amyloliquefaciens va permettre de rendre assimilable, rendre biodisponibles les éléments qui étaient bloqués dans vos sols. Donc bien sûr, de proche en proche, on va mieux nourrir nos céréales et donc on va assurer une meilleure croissance de développement. Également, on a notre 3e levier concernant donc nos microgranulés et nos granulés, c'est la technologie DMPP. Donc, qu'est-ce que la technologie DMPP? C'est au niveau de la transformation de l'ammoniacal vers le nitrite et donc le nitrate, on a les nitrosomonas qui sont responsables de ce passage. Et donc, le DMPP va avoir un rôle de diminuer l'activité des nitrosomonas du sol. Et donc, on va garder de façon plus longue une concentration d'ammoniacal à côté de notre jeune semis. De ce fait, ça va nous permettre d'avoir un effet plus long terme au niveau assimilation, notamment de l'azote. Donc là, vous voyez que s'il n'y a pas de DMPP, vous avez une mise à disposition des éléments de 4 semaines, alors que si on adjoint du DMPP, donc qui est imprégné aussi au niveau des microgranulés ou des granulés, on voit que la durée de mise à disposition, c'est 10 semaines. Donc là, un effet positif que l'on ressort, ça va être le biberonnage de l'azote de façon progressive. Également, au niveau de certains sols, on sait que des salinités trop importantes vont générer un manque d'homogénéité au moment de la levée. Donc là, on se garantit par rapport à la salinité trop importante. Et également, ça va pouvoir
ça va avoir la propriété de ne pas emballer la végétation, mais de construire la plante de façon progressive, dû au fait qu'on va biberonner de façon progressive en forme nitrique. Donc, la technologie DMPP va permettre moins de pertes par lessivage, plus d'efficience pour la plante. Donc, ça, je vous l'ai déjà exposé. Et on voit vraiment que sans DMPP, très vite, l'ammoniacal passe en nitrique, alors qu'avec DMPP, on voit que l'ammoniacal progressivement se transforme en nitrique. Et c'est pour ça qu'on peut parler de biberonnage de nos jeunes semis. Et donc, un avantage d'être toujours nourri en azote, mais de façon progressive, sans provoquer d'excès et donc d'emballement de végétation non contrôlée. Et donc également le fait de maintenir au niveau du bulbe racinaire une concentration d'ammoniacal, on sait que par définition l'ammoniacal est dit acidifiant, on va aussi avoir une meilleure assimilation, une meilleure disponibilité du phosphore, puisqu'on passe de 123 à 586, et également des autres éléments comme le fer, le manganèse et le zinc. Donc on a deux technologies, le Bacillus amyloliquefaciens et le DMPP, qui vont nous garantir une meilleure biodisponibilité des éléments qui sont bloqués dans le sol. Donc, par rapport à ça, on a ajouté donc à nos granulés de référence qui sont bien connus au niveau de Compo Expert, ces deux leviers, donc levier DMPP que je viens de vous exposer et levier Bacillus amyloliquefaciens. Donc, en résumé, avec la technologie DMPP, on va avoir une régulation de l'azote, donc amélioration de l'efficience de l'azote, une alimentation régulière de la plante, un biberonnage, une réduction des pertes par lixiviation. Et donc, ajouté à ça, on a fait une fertilisation associée avec un micro-organisme homologué pour optimiser donc, le stade précoce de croissance des plantes, ce qui va nous permettre d'assurer une stimulation de la croissance et du développement du système racinaire et également une augmentation des éléments présents dans le sol, en particulier du phosphore. Donc, dans notre gamme, au niveau granulé, on a deux équilibres, le Novatec 2410 Duo et le Novatec 1030 Duo. Donc, concernant les zones où on ne doit pas dépasser 10 unités d'azote pour les semis de céréales, mais aussi pour les semis de colza, les zones vulnérables, le Novatec 1030, utilisé donc à 100 kg par hectare, vient en localiser, nous amener 10 unités. Donc, le Novatec 1030 Duo va être utilisable en zone vulnérable. On ne dépasse pas les 10 unités d'azote et on amène les leviers que je viens de vous exposer. Également, donc à notre gamme, nous avons, si l'agriculteur n'est pas équipé d'un granulateur, nous avons aussi la possibilité de vous proposer donc, des micro-granulés. Notre gamme de micro-granulés, son nom c'est Lizzy Start BS, et on a deux types d'équilibre, soit le 1340 avec donc, le Bacillus amyloliquefaciens, soit Lizzy Start TE Max avec un équilibre 1148 plus le Bacillus amyloliquefaciens. Et donc, la dose va se situer entre 20 à 30 kg par hectare via le microgranulateur. On s'est permis de vous mettre donc, une synthèse de 3 essais, 4 REP, sur blé tendre d'hiver, donc entre 2015 et 2017. Et donc, là, on voit qu'on a une modalité témoin, donc sans starter au démarrage, au moment du semis, versus une modalité avec le Novatec Duo, donc 10-30, utilisé à 100 kg par hectare pour se positionner dans la légalité et donc sur une quantité d'azote de 10 unités. Et donc là, on voit que le levier azote sur céréales à paille, donc sur blé tendre d'hiver, va nous permettre d'augmenter le rendement
on va avoir un plus de 12,73 quintaux par hectare, moyenne de 3 essais 4 hectares. Donc, on vous a aussi sorti cet essai donc, qui a eu lieu en Lot-et-Garonne donc en 2016, donc traité par SGS, pour vous faire ressortir, on a pu quantifier la notion de meilleur développement du système racinaire. Donc, il a été pesé avant entrée d'hiver, donc au 19 décembre, les racines de 10 plants et également nous avons pesé les racines de 10 plants sorties d'hiver, donc au 17 mars. Donc avec une modalité témoin sans levier starter au moment du semis et une modalité où on a apporté donc, le Novatec Duo 10-30 à la dose de 100 kg par hectare, donc à un apport de 10 unités. Et on voit que on a des racines plus développées et on a pu quantifier donc à plus 9% par rapport aux témoins. On a plus 9% de racines si on utilise ce levier fertilisation starter avec double technologie. Et donc, ça a pu se vérifier le plus qu'on avait au niveau du système racinaire qui nous a apporté une meilleure absorption des éléments, une meilleure absorption de l'eau. On a pu, au moment du rendement, voir que on avait une augmentation du rendement de 12%, puisqu'on est passé du témoin à 50,7 quintaux par hectare à un rendement avec l'apport de starter, donc du Novatec Duo 10-30, on est à 57,6, donc une augmentation de rendement de 12%. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a augmenté le rendement. On aurait pu se dire, tiens, on augmente le rendement, donc on va diluer au niveau protéines. Non, pas du tout. Comme on a vraiment sécurisé par rapport au fait qu'on a amélioré le système racinaire, donc on a une bonne absorption en eau des éléments, donc on a sécurisé tous les paramètres et donc ça nous a permis d'améliorer le rendement, mais aussi d'aller chercher plus de protéines. Donc on a un delta entre le témoin et la modalité avec le starter Novatec Duo 10-30 de 7%. Également, nous l'avons fait sur orge de printemps, donc là aussi c'était un essai 4 REP sur le département Charente-Maritime. Et donc là, je ne vais pas vous détailler toutes les modalités, mais donc on avait des modalités avec microgranulés, on avait des modalités avec granulés et on avait bien sûr le témoin, ce qui représente quand même la majorité des céréales qui sont semées actuellement. Par rapport au fait qu'il y a un problème de matériel, les agriculteurs ne se sont pas forcément tous équipés de localisateurs d'engrais, que ce soit microgranulés ou granulés. Et donc, le témoin, on voit qu'on a un témoin à 61,6 quintaux par hectare, donc sur orge de printemps, alors que si on a l'engrais le plus utilisé en starter, c'est le 1846, qui est quand même la référence, que ce soit en culture de printemps ou en culture d'automne. Et donc là, on s'est positionné sur un apport de 1846, mais en étant dans la notion de zone vulnérable, donc un apport de 10 unités d'azote par hectare. Et donc, on compare avec notre Novatec Duo 10-30 où on a la double technologie DMPP et Bacillus amyloliquefaciens tout en restant à 10 unités. Et donc, on voit qu'un témoin, on est à 61,6 quintaux par hectare. On voit qu'avec l'apport du 1846, donc l'apport notamment du levier azote, mais aussi phosphore, on augmente bien le rendement, on passe à 65,5. Et par contre, le côté positif, c'est le fait d'avoir garanti une meilleure biodisponibilité et un meilleur développement du système racinaire. On voit qu'avec le Novatec Duo 10-30, malgré le fait qu'on soit toujours à 10 unités d'azote, on va augmenter le rendement puisqu'on passe à 70,7. Donc, on a un gain de rendement par rapport aux témoins de 13%, mais on voit qu'on a quand même un gain de 5 quintaux en plus par rapport à un 1846 à 10 unités d'azote. Et ce qui est important, c'est qu'on retrouve le fait
On a augmenté le rendement, mais on n'a pas dilué au niveau des protéines, puisque on est au niveau du témoin à un taux de protéines de 10,1. Avec le 1846, on est à 10,9. Et avec le Novatec Duo, on est au même niveau, je n'irais pas dire mieux, on est au même niveau que l'apport du 1846. On est à 11 unités de taux de 11%, non, 11 de taux de protéines avec le Novatec Duo Distri. Donc, un réel plus rendement et en sécurisant par rapport au taux de protéines. Donc, les nouvelles au niveau de notre programme Compo Expert, notre but, c'était d'être présent au niveau de l'accompagnement des premiers stades avec tout type de matériel. Donc, de ce fait, si l'agriculteur a un granulateur, on va proposer la gamme Novatec Duo avec les doubles technologies comme je vous ai présenté. Par contre, s'il n'a pas de granulateur, mais s'il a un microgranulateur, on va proposer donc notre gamme microgranulée avec la technologie micro-organisme E4CDX2. S'il n'a pas de granulateur ou de microgranulateur, on va proposer donc notre produit base foliaire kelp qui va pouvoir utiliser en pulvérisation au stade soit précoce, donc si on a des climats froids, humides, ou s'il y a un historique maïs où il y a des problématiques peut-être de résidus herbicides maïs, donc on aura le base foliaire kelp. Et également, pour faire la boucle, on a aussi souhaité sécuriser les semences avec le produit donc, que vous a proposé et présenté Jessica, donc le Nutricide Premium qui est, lui, un traitement de semences qui va vous faire une assurance levée et qui est utilisable aussi avec les fongicides insecticides qui sont homologués en traitement de semences. Et donc également, on a pensé à l'agriculture bio, AB, puisque quand on est en AB, on va pouvoir utiliser pour garantir une bonne levée le base foliaire kelp, puisqu'on a un produit qui est utilisable en AB, et également au niveau du traitement de semences, on a le Nutricide Premium avec des formulants et coformulants qui rentrent dans le cahier des charges AB. En conclusion, on a voulu vous montrer les innovations Compo Expert en matière de biostimulants. Donc, on a parlé des extraits d'algues et des extraits de plantes. Donc, c'est l'Eclonia maxima qu'on vous a présenté. Mais au-delà de ça, on travaille aussi sur des acides aminés. Également, on travaille sur des produits minéraux ou extraits de roches en tant que biostimulants. Donc, on a du talc, par exemple, qui est pulvérisable. Il y a une technologie qui fait que ce talc, normalement hydrophobe, est rendu pulvérisable. Également, on a un produit à base de silice qui va garantir une bonne ossature des plantes, une bonne construction, mais également apporter une sécurité par rapport au stress hydrique, la silice étant capable de rendre d'absorber de façon plus lointaine l'eau et donc de se garantir des stress hydriques pour garder aux différents végétaux cultivés une bonne notion de moteur de leur métabolisme et donc voilà, une garantie de meilleure absorption de l'eau et donc de turgescence des cellules. Et également, donc ce qu'on a vu, c'est dans notre approche biostimulant, c'est l'utilisation de micro-organismes vivants ou d'extraits de micro-organismes, donc des Bacillus amyloliquefaciens, E4CDX2 sur milieu solide et Actistart R6 sur milieu liquide. Voilà, donc on retrouve extrait d'algue, base foliaire kelp. Les acides aminés, ce sera décliné sous le nom base foliaire avant nature. Les roches, le base foliaire SI, l'enveloppe pour le talc
Et donc, au niveau de l'utilisation des micro-organismes Bacillus amyloliquefaciens, vous allez le retrouver dans nos granulés, la gamme Novatec Duo, et dans nos microgranulés, la gamme EasyStart TE Max BS. Donc voilà la présentation qu'on souhaitait vous faire avec toute l'équipe Compo Expert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs par région. Donc on travaille toujours en binôme, une personne qui a plutôt une casquette, je dirais, commerciale, et donc une autre personne qui a plutôt une casquette technique. Donc n'hésitez pas, on vous a mis la carte de France à interroger vos interlocuteurs secteurs. Donc merci beaucoup à tous. On va regarder au niveau des questions. Merci Isa. Alors j'ai relevé les questions, si tu veux. Je vais prendre le relais de Jessica qui a dû quitter la réunion. Il y avait une question sur pourquoi en semences de ferme. Alors donc là l'objectif c'était de présenter des solutions pour les semences de ferme, sachant que on développe en partenariat avec Semences de France des solutions pour les semences certifiées. L'objectif est de répondre à des cahiers des charges qui peuvent être différents et notamment des processus industriels entre autres. Voilà. Alors il y avait une autre question, peut-être que tu pourras répondre Isabelle, c'était sur l'association avec les phytos en traitement de semences. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est faisable? Oui, donc j'avais répondu par écrit. Donc oui, tout à fait. Comme j'ai dit, quasiment tous les essais que l'on a eu, qu'on a fait soit en parcelle, soit en REP, ont été faits effectivement avec les fongicides et insecticides qui sont utilisés en traitement de semences. Oui, c'est ce que j'ai répondu, c'est que réglementairement, de toute façon, c'est autorisé. Le mélange avec un biostimulant est réglementairement autorisé. Maintenant, tout ce qu'on a pu faire en mélange jusqu'à maintenant, c'est passé. Alors peut-être que les nouveaux produits, il faudra faire des tests de compatibilité physique, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de souci de mélange. Oui, tout à fait. Alors, il y avait une question aussi sur les effets bénéfiques par rapport à la jaunisse nanisante de l'orge. Est-ce que ça a un effet bénéfique le traitement de semences? Alors, concernant la jaunisse nanisante de l'orge, c'est lié aussi à des ravageurs qu'on peut retrouver dans la parcelle. Donc souvent, on peut décaler les semis pour être moins confronté aux ravageurs. Donc l'intérêt du traitement de semences, c'est donner de la vigueur malgré des conditions moins bonnes, sol plus froid, et voilà, qui fera que on sera dans des conditions moins favorables aux ravageurs, mais le traitement de semences compensera pour que la plante s'installe mieux. Et sachant aussi que quand un orge s'enracine plus rapidement, il sera aussi moins sensible à cette problématique. Voilà. Donc on n'aura pas d'effet direct sur la jaunisse nanisante de l'orge, mais on va pouvoir aider, épauler l'orge par rapport à cette problématique. Il y avait aussi une question concernant le kelp que tu as présenté, Isabelle, si c'était mélangeable avec le régulateur C5. Donc non. Les régulateurs, on considère que c'est déjà des produits qui vont sensibiliser les plantes, que ce soit des céréales ou autres. Et donc, on ne conseille pas d'utiliser le base foliaire kelp avec le régulateur C5. Ouais. Très bien. Et il y avait une question sur est-ce qu'on a des résultats sur blé dur en traitement de semences? Et Jessica a répondu que oui, il y en avait. Donc ça, c'est des choses qui sont diffusables. C'est ça, hein, sur des essais, notamment dans le 32 que tu as pu suivre, toi, Isa, et puis Pascal dans le 84. Donc, on a déjà des résultats en traitement de semences sur blé dur. Voilà. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a répondu à toutes les questions, à moins que j'en ai loupé. Je pense qu'on a répondu à tout. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous en avez d'autres, à les poser ou à nous contacter pour qu'on apporte notre savoir par rapport à vos besoins. Voilà. Merci à tous. Bonne journée et n'hésitez pas, comme a dit Vincent, à nous interroger. On est là pour ça, pour vous accompagner
vers la nouvelle agriculture et vers les objectifs qui nous sont donnés et qui ont été définis par Jessica. Merci Isabelle. Bonne journée à tous.